Après 3 mois de manifestations hebdomadaires, les Gilets jaunes maintiennent la pression sur le gouvernement. Samedi, ils étaient encore plusieurs dizaines de milliers à descendre dans les rues à travers tout le pays. Pour tenter de calmer la crise, Emmanuel Macron envisage d'organiser un référendum en même temps que les élections européennes. Un coup de poker fumant à double tranchant pour l'exécutif. À 4 mois des élections européennes, les têtes de liste des partis de droite sont désormais connues. Poussées sur leur droite par Emmanuel Macron, les différentes formations vont jouer des coudes pour séduire l'électorat conservateur. Madame, Monsieur, bonsoir. 3 mois de manifestation et toujours autant de détermination pour l'acte 12 de la mobilisation. Les Gilets jaunes ont une nouvelle fois rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes partout en France. Olivier Frère-Jacques. 12 semaines de mobilisation et toujours aussi déterminés, les Gilets jaunes ont passé le cap des 3 mois de manifestations hebdomadaires samedi avec encore une fois plusieurs dizaines de milliers de manifestants à travers le pays. Le décompte gouvernemental du nombre de manifestants demeure toujours aussi controversé. Selon les autorités, ils étaient 58 600 dans les rues. Un décompte qui se veut millimétré et qui paraît bien hypothétique. Quoi qu'il en soit, la pression est maintenue contre l'exécutif. Et pour cet acte 12, les manifestants ont tenu à mettre en avant les blessés victimes de violences policières depuis 3 mois. À Troyes, dans l'Aube, Laurent Stocco, organisateur de la manifestation des Gilets jaunes, revient sur cette journée de mobilisation dans sa ville. Aujourd'hui, c'était pour rendre un hommage effectivement aux blessés et aux victimes. Après, donc, nous avons traversé dans les rues de Troyes pour aller à la préfecture. À la fin, donc, on devait donc partir pour aller au commissariat pour effectivement parler encore un niveau des utilisations des flashballs, des grenades de désencerclement, qu'il fallait que ça s'arrête. Parce que la France avait déjà été condamnée par la Cour européenne de justice en 2013. Après, nous avons parlé aussi des conditions des gendarmes et de la police, au niveau des suicides, des mauvaises conditions de travail, et leur dire bien une chose, on n'était pas contre les policiers pour la répression policière, mais bien contre la répression gouvernementale. Une manifestation semblable aux nombreuses autres mobilisations qui se sont déroulées partout en France, dans les grandes villes, mais aussi dans des agglomérations plus modestes, avec certes un hommage appuyé aux victimes, mais toujours des revendications qui demeurent tournées vers la lutte contre l'oppression fiscale, comme en témoigne cette manifestante troyenne. Motivée, oui, dans le sens où on nous réoriente encore la nourriture, c'est tombé la fin de semaine dernière, en fait, entre 6 et 10%, plus le carburant mine 2 qui réaugmente encore un coup, plus les autoroutes à 1,8%, plus l'EDF à 6%, enfin voilà, oui, encore plus motivé qu'avant. À Paris, les Gilets jaunes ont brandi des images de manifestants blessés et ont réclamé la fin de l'utilisation des lanceurs de balles de défense, les fameux LBD. Dans le cortège, plusieurs personnalités du mouvement, parmi lesquelles Jérôme Rodriguez, blessé à l'œil la semaine dernière, Éric Drouet ou encore Maxime Nicole. En fin d'après-midi, des heurts ont eu lieu avec les forces de police. La question des violences policières était omniprésente dans les cortèges, notamment à Morlaix, dans le Finistère, où se tenait un rassemblement de Gilets jaunes bretons. Il est temps que ça cesse. À chaque fois qu'on va quelque part, c'est le risque. On espère revenir sains et saufs, avec tous nos membres, nos yeux. Bien sûr que si, ça me fait peur. Mais si on a peur, rien n'avance. Il faut essayer de bouger. Puis, si, bien sûr qu'on on craint, mais bon, il n'y a pas le choix. On n'a pas peur de venir parce qu'on tient à notre liberté. Je pense que c'est ça aussi, le peuple français, c'est aussi de tenir tête à ce désir de vouloir nous supprimer nos libertés. Et on sait qu'on n'est pas des méchants, contrairement à ce qu'on voudrait faire passer. Donc voilà, on sera là et on continuera d'être là aussi longtemps qu'il le faudra. Plusieurs villes du pays ont connu des scènes de violence à l'image de Valence, Bordeaux, Strasbourg ou encore Nancy et Nantes, avec toujours des dizaines d'interpellations. Un climat de tension qui prend racine et face auquel le gouvernement tente d'apaiser le jeu. En témoigne la démarche d'Emmanuel Macron qui recevait lundi matin les principaux chefs de parti de l'opposition pour évoquer la prise en compte des conclusions du grand débat. Le président de la République entamait également aujourd'hui une tournée en banlieue avec un passage à Évry-Courcouronnes en région parisienne avant de se rendre en Saône-et-Loire jeudi. Une diversion en direction des quartiers dits sensibles qui paraît risquée pour le chef de l'État qui semble finalement ajouter une nouvelle difficulté à sa feuille de route. Difficile cependant d'imaginer que ces effets d'annonce et ces déplacements mettent fin aux mobilisations des Gilets jaunes, pas plus que l'idée d'organiser un référendum.
Un référendum pour sortir du bourbier. Sans solution face au mouvement des Gilets jaunes, le président de la République pourrait s'en remettre à une consultation citoyenne. Si aucune décision n'a encore été prise, l'idée fumeuse divise déjà. Thibaut Bastide. Un référendum en parallèle des élections européennes. C'est la nouvelle entourloupe d'Emmanuel Macron pour se sortir de la crise des Gilets jaunes. Officiellement, 4 hypothèses sont sur la table. Dissoudre l'Assemblée nationale, convoquer un Grenelle avec les partenaires sociaux, remanier le gouvernement ou organiser un référendum. Si l'idée n'en est encore qu'au stade de l'hypothèse, elle est néanmoins prise au sérieux par l'entourage du chef de l'État, à tel point que le ministère de l'Intérieur aurait déjà contacté des imprimeurs pour le matériel de vote. En réalité, l'exécutif cogite depuis plusieurs semaines pour apporter une réponse forte et inédite afin de se sortir du bourbier nommé Gilets jaunes. Ainsi, pour une question de calendrier, Emmanuel Macron devrait trancher très rapidement. En effet, les délais pour organiser une telle consultation sont restreints, le Conseil constitutionnel devant être consulté en amont. La volonté gouvernementale serait donc de coupler les élections européennes à cet éventuel référendum pour faire d'une pierre deux coups. Il prendrait donc des allures de vote pour ou contre Emmanuel Macron. De quoi tenter de remettre les compteurs à zéro grâce à un vote de confiance. Pour éviter que cela ne tourne au pugilat, les plus proches fidèles d'Emmanuel Macron réfléchissent à mettre en place un questionnaire à choix multiples, notamment sur les questions institutionnelles. Sur ce principe, la tournure des questions sera donc déterminante et l'exécutif pourrait en tirer de nombreux avantages. D'un côté, il pourrait permettre de répondre à certaines revendications des Gilets jaunes, soigneusement triées sur le volet, peu de temps après la fin du grand débat national. De l'autre, il détournerait le regard des électeurs des enjeux des élections européennes. C'est d'ailleurs ce que dénonce la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, qui voit une manœuvre politique alors que La République en marche et le RN sont au coude à coude dans les sondages. Marine Le Pen dénonce un leurre, à l'instar du président des Républicains, Laurent Wauquiez, et de la co-tête de liste de la France insoumise pour les européennes, Manuel Bompard, qui relève une tentative de noyer le poisson. Si l'opposition est unanime, le sujet divise également au sein de la majorité. De nombreux députés LREM n'y sont pas favorables, en tout cas pas en même temps que les européennes. Ainsi, le flou plane toujours, mais d'ici là, Emmanuel Macron aura eu le temps de sonder les chefs des groupes représentés à l'Assemblée nationale, au Sénat et au Parlement européen, tous convoqués cette semaine pour des entretiens à l'Élysée. Sursaut à droite pour les élections européennes. Après l'annonce de toutes les têtes de liste pour les formations de droite de l'échiquier politique, la lutte électorale devrait être intense. François-Xavier Bellamy pour les Républicains, Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la France et Jordan Bardella pour le Rassemblement national. À quelques mois des élections européennes, pas de doute, l'essentiel de l'attention se tournera à droite de l'échiquier politique. Alors que le parti présidentiel est aux abois et sa tête de liste pour les élections européennes de mai prochain encore inconnue, l'opposition va devoir marquer sa différence avec le centre. En effet, tandis que le mouvement des Gilets jaunes conserve une importante popularité parmi les Français, la tendance centriste ordo-républicaine illustrée par les quelques mobilisations de foulards rouges pourrait bien rester dans le giron En Marche pour témoigner l'envie d'un retour au calme. Pour les partis à droite de l'échiquier politique, il faut donc s'éloigner du ventre mou illustré par le centre, à plus forte raison que l'UDI Jean-Christophe Lagarde conduira une liste de son côté. Laurent Wauquiez, dont la ligne politique a pour le moins fait preuve de flou artistique depuis son arrivée à la tête du parti, a finalement tranché à un moment opportun en plaçant sa confiance en la personne de François-Xavier Bellamy, jeune professeur de philosophie adjoint au maire de Versailles dans les Yvelines et reconnu pour son engagement pro-famille. Un positionnement qui lui vaut de s'attirer les foudres de la bien-pensance sans pour autant pour le moment le faire flancher. Malgré l'insistance de Laurent Wauquiez de présenter son choix comme un trio avec Agnès Evren, ancien soutien de Nathalie Kosciusko-Morizet, et l'eurodéputé Arnaud Danjean pour calmer les ténors à la Estrosie du parti, le message lancé est clairement celui que représente l'auteur des Déshérités ou l'urgence de transmettre, un appel du pied aux conservateurs qui ne fera pas les affaires de Nicolas Dupont-Aignan ou Jordan Bardella. En effet, le refus de fixer une ligne clairement à droite chez les Républicains laissait présager un basculement en faveur de DLF ou du RN, une hémorragie que Laurent Wauquiez a visiblement fait le joie de combattre. En réalité, François-Xavier Bellamy devrait bénéficier de l'électorat filloniste de la présidentielle sans les ennuis judiciaires qui ont secoué la campagne. Rappelons à cet effet que malgré sa mise en examen, le candidat Fillon avait atteint les 20%.
Pour DLF comme pour le RN, il va falloir donc axer la campagne sur le bilan de la droite républicaine au pouvoir dans les diverses instances. On note par exemple l'équipe de Nicolas Dupont-Aignan qui rappelle que les députés européens des Républicains ont récemment voté en faveur d'un renforcement du regroupement familial dans le cadre des négociations pour le pacte de Marrakech. De quoi refroidir les électeurs qui font de l'arrêt des vagues migratoires un point essentiel. Du côté du Rassemblement national, Marine Le Pen est parvenue à réunir avec les 12 premiers noms de sa liste des personnalités d'horizons divers, s'affichant pour le moment comme le principal mouvement ayant réussi l'union. On compte ainsi les anciens LR Thierry Mariani et Jean-Paul Garot parmi les 12 candidats déjà annoncés. Pour Nicolas Dupont-Aignan, seule tête de liste à droite à avoir été candidat à la présidentielle, également à l'origine de la plateforme des amoureux de la France pour réunir les patriotes dès 2017. On attend toujours la divulgation des listes pour savoir si l'essai est transformé. Jean-Frédéric Poisson, président du PCD et ancien député LR, pourrait être l'un des signaux forts envoyés par Nicolas Dupont-Aignan. Un signal qui pourrait aller disputer directement l'électorat catholique enclin à se laisser séduire par François-Xavier Bellamy. Vous l'avez donc bien compris, la lutte pourrait être acharnée à l'est de l'échiquier politique. Faute de rassemblement des droites, il y aura donc des unions des droites. Reste à savoir si une formation parviendra à se détacher pour mettre en échec le parti présidentiel qui, au-delà de la liste Gilets jaunes si elle survit, pourra décidément compter sur l'atomisation de l'opposition. Et à présent, c'est le moment de passer à l'actualité en bref avec Thomas Leroux. Les jeunes transgenres de plus en plus nombreux au Royaume-Uni. Le quotidien The Sun a révélé qu'un enfant par jour changeait de sexe en Grande-Bretagne. Le nombre d'enfants âgés de 3 à 18 ans orientés vers les cliniques d'identité sexuelle est passé de 314 en 2011 à 2016, 5 ans plus tard. Cette augmentation anormale de la confusion entre les sexes chez les enfants n'est pas un problème, selon le Premier ministre britannique Theresa May, qui s'est déclarée déterminée à éradiquer l'intimidation homophobe et transphobe. Ainsi, les gens font carrière en encourageant les enfants à remettre leur genre en question. Le sort tragique d'Emiliano Sala confirmé. Disparu le 21 janvier, l'avion de tourisme qui transportait l'ancien footballeur du FC Nantes et son pilote David Ibbotson a été localisé dimanche soir dans la Manche. 2 semaines après leur disparition, cette découverte met fin aux derniers espoirs de retrouver les 2 hommes vivants. Suite aux recherches sous-marines, le bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens a confirmé que l'appareil s'était écrasé en mer, alors que le joueur de 28 ans venait d'être transféré du club de Nantes à celui de Cardiff pour la somme de 17 millions d'euros. Un occupant est visible au milieu de l'épave mais n'a pas été identifié. Le bras de fer vénézuélien se prolonge dans la rue. Alors que les manifestations qui durent depuis le 21 janvier ont déjà fait une quarantaine de victimes, des dizaines de milliers de manifestants sont descendus samedi dans les rues de Caracas, les uns pour réclamer le départ de Nicolás Maduro, les autres pour célébrer le 20e anniversaire de la révolution bolivarienne et réaffirmer leur soutien aux dirigeants socialistes. Le chef de l'opposition Juan Guaidó, reconnu par Emmanuel Macron comme président en charge, a annoncé l'arrivée dans les prochains jours d'une aide humanitaire promise par les États-Unis à hauteur de 20 millions de dollars. Toutefois, cette aide ne peut être acheminée sans l'accord de l'armée et du chef de l'État, qui estime que son pays ne va pas jouer les mendiants de l'impérialisme américain. Il a tout pour plaire à l'Élysée. À 61 ans, Philippe Grandjean, macroniste de la première heure, a rejoint l'Élysée ce lundi dans le cadre d'un mi-temps non salarié. Présenté fin décembre comme un conseiller de l'ombre d'Emmanuel Macron, sa fonction est désormais officielle. Ex-dirigeant du groupe Capgemini et ancien secrétaire confédéral de la CFDT, la présence du précieux compagnon historique du président est visiblement très appréciée par l'Élysée, notamment lors des petits dîners secrets du lundi d'Emmanuel Macron. Visiteur du soir de François Hollande lors de son précédent quinquennat, Philippe Grandjean est également président de Paris & Co, l'agence de développement économique et d'innovation de Paris, ce qui lui permet d'être régulièrement en lien avec le maire de la capitale, Anne Hidalgo. La course à la prime d'activité est lancée. L'élargissement de la prime d'activité promis en décembre par Emmanuel Macron entre en vigueur ce mardi. Pour le coup d'envoi de cette nouvelle formule, la caisse d'allocation familiale de Rosny-sous-Bois a dû s'adapter en un temps record au pic d'affluence inédit enregistré depuis un mois. Cette agence de Seine-Saint-Denis, l'une des plus grosses de France, avec le taux de natalité le plus élevé et le plus fort taux d'étrangers, est monté de 2000 à 4500 appels par jour en ce début d'année. Près de 5 millions de travailleurs modestes pourraient bénéficier de cette réforme, à condition toutefois de résider en France, d'être âgé de plus de 18 ans, d'avoir travaillé durant les 3 derniers mois et de gagner plus de 0,5 fois le SMIC.
Un grand pas pour la lutte contre la pornographie. Ce jeudi 7 février à 20h30 aura lieu une projection unique du film Le tsunami pornographique, le comprendre pour mieux le combattre, réalisé par l'association Stop au porno. Un film réalisé avec les interventions de spécialistes reconnus, parmi lesquels François Billot de Lochner, président de Liberté Politique. L'entrée au cinéma Le Cyrano à Versailles sera libre et les participants se verront remettre gratuitement un exemplaire du DVD à l'issue de la représentation. Et pour finir, l'anniversaire de TV Liberté. Le 30 janvier dernier, votre chaîne préférée a fêté ses 5 ans de diffusion. Pour l'occasion, une grande réception était donnée vendredi 1er février au Forum de Grenelle dans le 15e arrondissement de Paris. Plus de 900 personnes se sont succédées dans la soirée, parmi lesquelles des personnalités de premier plan, dont Éric Zemmour. Merci. La rédaction pour les 50 TV Liberté, pour vous remercier Éric Zemmour d'avoir participé, d'avoir répondu systématiquement aux invitations de TV Liberté. J'essaye, comme Télé Liberté, de creuser mon sillon, de ne pas laisser les gens sans un contre-discours, sans un... Je pense qu'aujourd'hui, nous avons un rapport très compliqué à l'histoire, à l'information, à l'actualité. Je pense que les gens sont abreuvés à la fois d'informations et vidés de sens. L'indépendance, ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut avec vous et que la seule interdépendance, et non pas dépendance, interdépendance, nous l'avons avec nos donateurs ici présents en grand nombre et que je ne remercierai jamais assez, et nous l'avons avec nos partenaires, nos collaborateurs, nos invités et la bonne société française et européenne que nous incarnons. Les gens nous connaissent, les gens sont friands et il y a souvent cette formule qui revient, dit de vous au moins vous racontez vraiment ce qui se passe, vous êtes sur le terrain et compagnie, et ça c'est vraiment satisfaisant. Tenir pendant 5 ans c'est un exploit et c'est formidable. Ça commence à compter et je pense que de ce fait on arrive à la maturité, l'âge adulte. Bravo à, comme on dit, à toute l'équipe, à tous ceux qui se dédient à ce média et je leur souhaite encore 5, 10, 15 ans de rayonner et de supplanter leurs adversaires ultra subventionnés. C'est un grand média, notre TV Liberté. Ça veut dire qu'il y a une véritable demande. C'est l'une des seules télévisions libres qui est aujourd'hui sur Internet. Au début, incontestablement, tous les témoignages que j'ai pu avoir, c'est que bien peu de gens y croyaient. C'est la réussite de TV Liberté. C'est un défi incontestablement qui a été réussi. Longue vie à TV Liberté et surtout d'agrandir son audience, d'augmenter son offre d'émissions. Et je souhaite bien sûr longue vie encore à TV Liberté, qui doit prendre toute sa place dans le paysage audiovisuel français. Dans les médias de la réinformation, c'est vraiment une très belle réussite. Par rapport au budget de la chaîne, grâce aux donateurs bien sûr, c'est vraiment des choses exceptionnelles qui ont été faites. Et 5 ans, passer le cap des 1 an déjà c'est difficile, mais en arriver à 5 ans, c'est vraiment que le projet plaît et que le projet est nécessaire surtout. Sans vous, nous ne sommes rien. Avec vous et tous ensemble, nous sommes une force victorieuse. Vive la victoire, nous vous aimons, nous sommes ensemble pour arriver quelque part, et ce quelque part nous le connaissons, c'est notre civilisation de toujours et c'est notre civilisation à venir. Ce sont les lignées, ce sont les enfants, ce sont les autochtones
Longue vie aux autochtones de France et d'Europe. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour, l'ancien communiste fondateur de Riposte Laïque, Pierre Cassan, et l'anti-communiste fondateur de Chrétienté Solidarité, Bernard Anthony, unissent leurs forces contre la montée de l'islamisme en France. S'il n'y avait pas eu Plenel me diffamant sur une pleine page du journal Le Monde en 1983, si je n'avais pas eu Plenel à la 17e chambre, disant à Plenel, regarde-moi droit dans les yeux, et il baissait les yeux, il savait qu'il avait menti, Plenel. Et Plenel a fait basculer ma vie, somme toute, par sa diffamation dans Le Monde. Plenel, il est du monde des chefs. Moi, je suis du monde un petit peu de la base. Plenel, il devient journaliste à Rouge, il devient, par ses intrigues, rédac-chef au Monde. Moi, j'ai été simplement un délégué qui n'a jamais été permanent, j'ai toujours milité à la base, déjà. Déjà, on n'est pas pareil, mais moi, Plenel, pour moi, il m'a fait illusion un temps de ma vie, parce que c'était le trotskiste qui luttait contre le stalinisme. Or, le constat que je fais aujourd'hui de Plenel, c'est que c'est les pires méthodes staliniennes. Ce soir, vous retrouverez également Politique Éco pour décrypter les enjeux, les mythes et les réalités masquées des questions économiques des États post-communistes. L'écrivain Raoul Weiss a interrogé diverses personnalités afin de couvrir les différents sujets de cette vaste thématique. Et puis tout de suite, vous retrouverez comme chaque jour La France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. Et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Vous vous souvenez peut-être que je m'extasiais récemment sur la capacité qu'ont les Chinois à épouser les usages et les règles de leur pays d'accueil, le nôtre en l'occurrence, et je vous en parlais à propos des cafés tabac Loto de la région parisienne, qu'ils achètent par dizaines, comme ils ont acheté les glaciers, tous les glaciers de Venise à une certaine époque. Donc j'en faisais un modèle d'intégration, et je n'ai pas changé d'avis, mais ce n'est qu'une moitié de la question. Ah bon, et quelle est l'autre moitié? On aimerait bien le savoir justement, mais plusieurs lettres et témoignages me sont parvenus après la diffusion de ce sujet, y compris d'expatriés français en Asie, témoignages selon lesquels le tableau serait moins rose que je ne l'ai dit, parce que tout le monde là-bas, tout ce monde-là, blanchirait pour le compte de familles mafieuses de Shanghai ou de Pékin. C'était absolument notoire, etc. Ah bon, mais quel serait le mécanisme? Il y en a plein, mais comme les lotos cash et autres kénos se payent généralement en liquide et que le but pour les mafias chinoises n'est absolument pas de gagner au jeu, mais de faire entrer de l'argent liquide dans le système, nos amis achètent ou font acheter des tickets gagnants, souvent, moyennant une commission. Mais ce n'est pas mon sujet là encore. Au fond, c'est normal qu'ils en profitent s'ils le peuvent. Nous admettrons que lorsque la porte est ouverte, les chats ne tardent guère à entrer, ce qui pourrait être un proverbe campagnolais. Donc, et c'est ça mon sujet, nous nous demanderons ici qui a laissé la porte ouverte. Puisqu'il est notoire qu'un pourcentage non négligeable de cafés tabac Loto tenus par des Chinois blanchissent de l'argent qui n'a pas d'existence et qui en trouvent une en donnant comme ça une commission à des joueurs quand ils vendent leurs tickets gagnants, pourquoi n'a-t-on rien fait pour empêcher ces gens d'avoir désormais, en 15 ans à peine, la main mise sur l'écoulement des tickets de Loto, des différents jeux à gratter en région parisienne?
Eh bien, pour éviter d'accabler inutilement une seule communauté, les Chinois, en tout cas un seul type de commerce, c'est les cafés loto. On peut parler des wok aussi, si vous savez, c'est hall de gare, restaurant où on sert des plats à la vapeur sur un demi-hectare et qui sont tous à moitié vides, sauf à la rigueur le samedi, mais où on annonce sur le grand panneau que tout est à volonté. Le patron du café de Campagnol m'a expliqué le coup. Enfin, en fait, selon lui, l'explication, c'est que le à volonté permet de dissimuler tout ce qu'on veut au fisc parce que les quantités sont très variables. On fait tant de couverts, dont la moitié sont fictifs, on reçoit des valises de cash comme recette pour le trimestre, on paye ses impôts là-dessus, et ni vu ni connu, et l'argent sale qui provient de la drogue est entré dans le système. Et je lui ai dit, d'où vient-il physiquement cet argent? De Shanghai? Non, peut-être, mais en Europe, il y a assez de mafia chinoise à l'œuvre, entre les tripots, la prostitution, l'immobilier, pour que les euros n'aient pas besoin de prendre le bateau ou l'avion. Remarque, a-t-il ajouté, si tu crains de montrer du doigt aussi une autre communauté, tu n'as qu'à citer les pizzerias, c'est pareil, ou les kebabs. Tiens, parlons des kebabs. Ça t'a jamais frappé, tous ces kebabs qui sont là depuis 10 ou 15 ans et qui ont 3 clients? Eh ben, va pas chercher plus loin. Valise de billets, euros venus de la drogue ou du fond de la Sicile après une extorsion de fonds. Tout ça se retrouve dans la restauration rapide. Je te raconte pas le mécanisme, mais il truande notamment sur les tickets restaurants. Pareil, quand tu montes une affaire, me dit-il, tu la mets en faillite, le plus gros du matériel, les frigos, tout ça, disparaît ou est réputé en panne pour finir sur le second marché. Je vais même te dire un truc, quand j'ai changé toute ma cuisine et racheté la colonie de vacances là-haut pour faire des chambres, il y a 3 ans, j'ai mis 100 pièces en inox sur le bon coin, des faitout, des casseroles, des robots mixeurs. Eh bien, il y a un type de Toulouse qui est venu, assez marqué, le type, hein, sans discuter le prix. Il y en avait pour 1600 €, il a payé cash en 3 minutes et voilà. Il a transformé 1600 € en matériel de restauration. Donc, crois-moi, il n'y a pas que les Chinois. Donc, me voilà obligé, pour ma part, de changer légèrement de sujet et d'aborder la question de la porte ouverte. Qui laisse entrer les chats? Qui, en Europe, qui, en France, qui, à Bercy, laisse la porte ouverte? Qui laisse cet argent sale infester l'économie française depuis 15 ans? Qui le laisse s'installer dans notre système fiscal? Qui permet que peu à peu l'argent du crime vienne financer des hôpitaux? Mais il y a quand même tout de même bien des fonctionnaires qui regardent ailleurs. Vous allez me dire, là c'est toujours le cafetier de Campagnol qui parle et qui vous pose la question. Non, là cette fois c'est moi. Je me la pose comme tout le monde se la pose, comme les gilets jaunes se la posent. Quand ils voient les hauts fonctionnaires qui n'ont même pas le permis dépenser 40 000 € de taxi par an, c'est une chose déjà qui les énerve. Mais quand ils voient le type de la pizzeria qui n'a jamais un client circuler dans une voiture à 50 boules, comme ils disent, ils s'énervent aussi. Et ils disent, il y a bien quelqu'un aux impôts qui ne fait pas son travail. En tout cas, Gustave, qui passait par là, m'a dit, tu vois, quand on parlait de la disparition du cash programmé, tu te souviens, eh bien, c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé parce qu'ils ont la trouille d'aller faire la police chez les mafieux, ils préfèrent les coincer par ordinateur. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Campagnol. Merci. Comme le disait fort justement Nicolas Dupont-Aignan récemment, les vœux d'Emmanuel Macron, c'était un peu l'art de foncer dans le mur en klaxonnant. Après ces vœux, le président a promis, dans le cadre du débat national, une grande lettre aux Français pour, je le cite, cadrer les thèmes de cette concertation et en préciser les attentes. Un grand débat national. L'idée n'est pas nouvelle. On a vu les brillants résultats du débat sur l'identité nationale à l'époque de Sarkozy, par exemple. En réalité, la démarche est généralement contre-productive. D'expérience, nous savons que cela ne sert à rien et a pour principal effet de noyer le poisson du mécontentement populaire. Bien plus, quand on ouvre la boîte de Pandore de la prise de parole publique avec l'ouverture de cahier de doléances, expérience qui, je le rappelle, a drôlement terminé en 1789, en réalité, l'on fait grandir les frustrations, puisque les Français vont se mettre à parler de tout, à tout espérer, et devront réaliser qu'en fait, rien n'est possible. Je cite encore, « L'exécutif étudie la piste d'un référendum à l'issue du grand débat. Compte tenu des revendications grandissantes autour de l'instauration du référendum d'initiative populaire, l'Élysée a peut-être effectivement trouvé une porte de sortie commode avec la promesse d'un référendum qui risque d'avoir tous les airs d'un plébiscite version Second Empire. Un référendum à questions multiples sur lesquelles tout le monde est d'accord en se gardant évidemment d'aborder le problème des modalités pratiques.
Alors je cite quelques questions. Faut-il réduire le nombre de parlementaires? Faut-il introduire une dose de proportionnel? Faut-il, par exemple, instaurer le vote blanc? Et il y a d'autres questions, évidemment, que je pourrais énumérer, mais je m'arrête là. Le programme est alléchant, mais certainement pas une solution miracle. En effet, dans le contexte de ras-le-bol généralisé, les Français pourraient être très tentés de dire non par principe, n'ayant aucune envie de cautionner le régime actuel et le gouvernement actuel. De Gaulle, en 1969, avait choisi de démissionner après l'échec de son référendum. On peut toujours rêver. En clair, un référendum imposé n'aura aucune utilité. Seul le référendum d'initiative populaire pourrait faire bouger les lignes, et c'est pour cela qu'il affole le système politico-médiatique. Avant qu'il voie le jour, ce référendum d'initiative populaire, il aura coulé beaucoup d'eau sous les ponts de la Seine. Vous pouvez m'écrire si vous le souhaitez. À très bientôt.